yéen ñii di ñu seetaan jaare ko ci YouTube bi boo leen bëggee jot suñu publication man ngeen a abonné ci Moukhaddamate TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Très intéressant. Surtout quand il a dit que la nourriture de la philosophie nourrit l'âme et les esprits. Cette phrase-là est très intéressante. Actuellement, comme vous le savez, on a tendance à être remplacé par des outils informatiques. Les gens ne réfléchissent plus. Voilà, il y a cette facilité intellectuelle qui est utilisée dans tous les domaines. Donc, philosophie nous aidera à revenir sur ce qui est de l'humain, ce qui appartient à l'homme, c'est-à-dire cette capacité-là à cogiter, à réfléchir et à prendre des bonnes décisions. Merci M. Dien pour cette brillante exposé. Et nous allons donner la parole à M. Diatta pour la dernière partie intitulée Vie sociale et art. M. Diatta, vous avez la parole. Ce qui se conçoit bien, et les mots pour le dire. Merci M. Dien pour l'aisance, pour la facilité et la dextérité donc, de ce discours-là. Et j'espère que vous en ferez bon usage. À vrai dire, avant de commencer, je dirais que je suis plus bénéficiaire de cette synthèse philosophique que les organisateurs. Car d'une manière générale, ce sont mes propres élèves qui sont dans cette salle. Et si évidemment vous en faites bon usage, je pense que ce ne sont pas mes élèves qui sont évalués, mais c'est moi-même qui sera évalué le jour du bac. Et j'espère de tout cœur que cette synthèse sera bénéfique et que chacun en tirera profit. Ceci dit, comme vous le savez déjà, le programme de philosophie en classe de terminale comprend 4 domaines. M. Dien a brillamment résumé le domaine numéro 1, intitulé la réflexion philosophique, et le domaine numéro 3, intitulé l'épistémologie. Il conviendra par conséquent pour moi de parler du domaine 2, la vie sociale. Justement, dans chaque domaine, il y a une préoccupation qui intéresse le professeur. Dans le domaine numéro 2, justement, la question principale est bien celle de savoir qui est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous? Immédiatement, la première réponse, c'est que l'homme est un animal. Vous êtes d'accord avec moi? Mais, contrairement aux autres animaux, c'est que l'homme, il est à la fois naturel et culturel. D'où la première leçon, nature et culture. Dès lors, qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la culture? Le mot nature connaît une double définition. La nature renvoie d'abord au milieu biologique, à tout ce qui nous entoure, du brin d'herbe jusqu'aux étoiles et qui n'est pas de notre création. Ainsi, la nature évoque l'air que nous respirons, les charmes paisibles de la campagne, l'ensemble de la faune, de la flore. Mais dans un autre sens également, la nature évoque le milieu biologique, c'est-à-dire l'inné. Tout ce que l'homme apporte dès la naissance et qui ne relève pas de l'apprentissage. Exemple, manger, boire, dormir, l'instinct sexuel sont des lois de la nature qui s'imposent à tous les hommes. Et ne pas vivre ces lois de la nature équivaudrait à s'anéantir. Dès lors, qu'est-ce que la culture alors? Le mot culture est polysémique, connaît plusieurs sens, au point même d'avoir une certaine équivocité. Toutefois, dans un sens quand même assez général, la culture n'est rien d'autre que le prolongement du donné naturel. C'est tout ce que l'homme ajoute en la nature en vue de transformer cette nature-là. Et s'il en est ainsi, c'est parce que l'homme est le seul animal justement qui ne peut pas vivre le donné naturel comme tel. Il est appelé à transformer cette nature-là. À la fois la nature en dehors de nous, c'est pourquoi nous avons cette salle-là. Au départ, cette salle n'était pas là. Il a fallu l'intelligence humaine, la culture, pour construire cette salle de classe-là. Mais également la nature à l'intérieur de nous-mêmes, par l'éducation, par la discipline. Donc par le fait de rationaliser nos comportements, le fait évidemment d'éduquer, parce que l'enfant au départ, il ne naît pas avec ces bonnes manières-là. Il ne naît pas avec ces qualités humaines-là. Il a besoin au fur et à mesure, grâce à la culture, grâce à la société, d'apprendre à parler, à marcher, à apprendre les valeurs morales, les règles, les normes sociales, donc la religion. Tout cela, ce sont des éléments de la culture qu'il est obligé en quelque sorte d'apprendre. Et il ne naît pas avec cela. Donc au sens philosophique du terme, vous voyez que la culture connote ici une dimension assez importante, car c'est elle qui permet de tracer cette frontière-là
entre l'animalité et l'humanité, parce que l'animal, lui, dès sa naissance, il est exactement ce que les mêmes animaux de la même espèce ont été et seront pendant 1000 ans. C'est pourquoi le premier débat qui va se poser, évidemment, ici, c'est la question de la nature humaine. Est-ce que l'homme, il naît naturellement homme? Justement, pour la plupart des philosophes, justement, on ne naît pas homme, mais on le devient, comme la célèbre phrase de Shirpaz. L'animal, lui, dès sa naissance, il est un animal. En fait, vous prenez des poussins, vous les isolez. La preuve en est que vous achetez des poulets de chair, quoi. Vous les isolez à la maison, vous donnez à manger, à boire. 5 mois plus tard, l'ensemble des coqs chanteront. Mais où est-ce qu'ils l'ont appris? C'est parce que tout simplement, l'animal, il naît animal. Et c'est ce que dit Jean Rostand. De jeunes fourmis isolées de la fourmilière mère peuvent refaire la fourmilière d'emblée. Tandis que de jeunes humains isolés de la société ne sauraient faire l'éducation de la société qu'à la base. Car la civilisation animale est inscrite dans les codes génétiques de l'animal. Tandis que la civilisation des humains, elle est inscrite dans les bibliothèques, les musées, les livres et les codes. Autrement dit, comme le dit Aristote, l'humanité s'acquiert avec la sociabilisation. Anthropos zoon politikon. L'homme, il est par excellence un animal social, un animal politique. Cela veut dire, en dernier ressort, que la culture, en fait, elle est importante. C'est elle qui permet cette transformation-là. C'est elle qui permet de nous humaniser, contrairement à l'animal, lui, qui, en fait, il est en quelque sorte programmé. Les informations dont il a besoin, il trouve cela dans sa structure psychologico-physiologique. On n'a pas besoin d'apprendre à un lion de chasser. C'est un prédateur né. Vous pouvez élever un lion à la maison, ok, un bon jour, s'il a faim, il peut vous manger, parce que c'est un prédateur. Donc l'animal, lui, il est prisonnier de son instinct, il est prisonnier du donné naturel, tandis que l'homme, lui, grâce à la culture, grâce à la civilisation, à la raison, à l'intelligence, il a la capacité de transformer à la fois le milieu et de se transformer lui-même. Voilà le premier point qu'il faut noter. Même si, évidemment, nous reviendrons dans l'antithèse, parce qu'en philosophie, à chaque fois, il y a aller-retour. Certains, comme Descartes, diront que la nature humaine existe et que la nature de l'homme, c'est la raison. Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Chacun de nous naît avec une certaine rationalité. Même si Aristote, lui, est d'accord que la sociabilité est naturelle chez l'homme. Donc il y a une certaine nature quand même qui définit l'homme. Ensuite, il faut dire que nous partageons avec les animaux certaines lois de la nature, telles que manger, boire, dormir, l'instinct sexuel sont des lois de la nature qui nous sommes imposées par ces lois de la nature-là en quelque sorte. Donc voilà un peu le premier débat. Maintenant, rapport entre nature et culture. Quel est le rapport qu'il y a entre la nature et la culture? Justement, il y a deux types de rapports. Des rapports d'abord de différence, et ensuite des rapports de jonction. Différence, pourquoi? Parce que la nature, elle est différente de la culture. Et la première différence, c'est que la nature, c'est le lieu de l'universel, du général, du commun. Tandis que la culture, elle est particulière. Tous les hommes mangent naturel, que l'on soit chinois, japonais, sénégalais, russe. Mais ce que nous mangeons et comment nous le mangeons est culturel. Nous ne mangeons pas les mêmes aliments. Nous ne mangeons pas de la même manière. Certains mangent avec la main, d'autres c'est avec la cuillère, d'autres c'est avec des baguettes. Donc la nature, elle est universelle, la culture, elle est particulière. Nous ne parlons pas les mêmes langues, nous n'avons pas les mêmes croyances, les mêmes normes religieuses, les mêmes institutions, les mêmes coutumes. Deuxième différence, c'est que la nature, c'est le lieu donc de la brutalité, de l'instinct, de la sauvagerie, de l'animalité, tandis que la culture, c'est le lieu de la civilisation, de l'éducation, de l'apprentissage, de l'intelligence. En effet, un oiseau qui crée son nid, l'oiseau est incapable de percevoir les notions donc, de durée, de sécurité, il en est incapable, parce que l'animal, lui, subit son instinct. Tandis que, évidemment, ce bâtiment-là, avant même d'être construit, c'est parce que le maçon, il avait déjà le plan dans sa tête. Il y a l'intelligence. Il sait exactement où doivent se trouver les fenêtres avant même de commencer. Où doivent se trouver les portes. Ce qui fait qu'il a déjà une certaine intelligence qui vient en amont, avant même de commencer. Donc la culture, c'est le lieu donc, de la civilisation, de l'apprentissage. Quand nous sommes en fait des données culturelles, nous sommes en fait évidemment des éléments de civilisation et d'intelligence.
Et maintenant, troisième différence, c'est que la différence entre nature et culture devient nette dès que nous comparons l'homme à l'animal. L'animal est cette totale incarnation de la servitude du donné naturel. La nature s'impose à lui. Tandis que l'homme, lui, évidemment, il est ce prolongement même de la culture, de la nature, car il est capable de transformer cette nature-là en vue d'en faire bon usage. Exemple, la période hivernale arrive, nous avons cette capacité-là de changer, de défricher la terre, de forcer la nature à produire nous ce que nous voulons. Tandis que les animaux, eux, ils ne peuvent que soit subir les lois de la nature ou mourir. Exemple, il y a beaucoup d'herbes, l'ensemble des vaches deviennent grosses, elles deviennent belles, et au fur et à mesure, à cette période-là, certaines vont même mourir parce qu'il n'y a plus rien à manger. Pourquoi? Parce que l'animal, lui, il est prisonnier du donné naturel. Deuxième rapport entre nature et culture, c'est que le deuxième rapport, c'est qu'il y a une relation de jonction, de liaison entre nature et culture. Et cette liaison, elle se retrouve en l'homme. C'est en l'homme où nous avons à la fois une part du naturel et une part du culturel. Et comme le dit Edgar Morin, l'homme est un être bioculturel. Nous avons à la fois une part manger est naturel, mais ce que nous mangeons et comment nous le mangeons est culturel. Parler est naturel chez l'homme, évidemment, tous les hommes parlent, mais nous ne parlons pas les mêmes langues. Ce qui fait que c'est en l'homme où il y a à la fois le naturel et le culturel. Marcher est naturel, a priori, chez tout homme. Mais nous ne marchons pas de la même manière, suivant nos tempéraments. Il y en a certains, ils marchent en traînant les pieds. D'autres, ils marchent sans faire de bruit. Donc, si marcher est naturel, mais comment nous marchons également est un peu culturel. Ça dépend un peu donc des hommes. Donc, ce qui fait que c'est en l'homme où il y a cette jonction-là entre le naturel et le culturel. Et ensuite, maintenant, on va parler peut-être du troisième point. Après, évidemment, les définitions et les rapports, nous allons parler de la diversité culturelle et de ses conséquences. Alors, un thème où il y a beaucoup de devoirs, donc des sujets qui vont venir, donc prions qu'il y ait un sujet de bac là-dessus. Donc, la diversité culturelle, c'est la multiplicité, la pluralité donc des cultures. Alors, nous avons constaté qu'il y a plusieurs cultures et cela s'explique par le fait que partout sur la surface de la Terre, là où il y a rencontre entre l'homme et la nature, il y a forcément une culture. Ce qui fait que la culture, elle est universelle. Mais cette universalité ne signifie pas pour autant que c'est la même culture qui, sous l'effet de son dynamisme, va se répandre sur toute la planète. Mais au contraire, nous avons une pluralité et une diversité donc de cultures et qui s'explique par le fait que les hommes ils ne se retrouvent pas dans les mêmes endroits. Les problèmes rencontrés dans les milieux ne sont pas les mêmes, ce qui, par voie de conséquence, va amener qu'ils vont utiliser beaucoup de techniques, beaucoup de solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est l'ensemble de ces solutions-là qu'on appelle la culture. Ce qui fait que nous ne nous habillons pas de la même manière. Évidemment, on ne peut pas s'habiller de la même manière si on vit ici au Sénégal, qui est une zone un peu tropicale, qu'en Russie quand même. Impossible. Les Russes sont obligés, même à cette période-là, de mettre des fourrures parce qu'il fait excessivement froid. Donc, voilà, ce sont les solutions qu'ils vont apporter. Ce qui fait que nous aurons plusieurs cultures. Maintenant, le problème, c'est que cette diversité culturelle-là peut avoir des conséquences. Les conséquences, c'est que certains ont tendance à croire que leur culture est supérieure à la culture des autres, puisque les autres n'ont pas la même couleur de peau que nous, puisqu'ils ne parlent pas la même langue que nous, puisqu'ils n'ont pas les mêmes normes, ils n'ont pas les mêmes institutions, puisqu'ils ne sont pas de même ethnie, par conséquent, ils sont inférieurs. Donc, ce qui fait que nous avons tous ce défaut-là de vouloir concentrer toutes les bonnes valeurs sur nos cultures et les hommes de nos cultures. Tandis que les autres, soit ils n'ont pas de culture, ou s'ils ont des cultures, ce sont des cultures médiocres. C'est cette tendance à discriminer, à dévaloriser la culture des autres et à survaloriser sa propre culture que l'ethnologue français Claude Lévi-Strauss appelle l'ethnocentrisme. Donc, l'ethnocentrisme consiste à considérer que l'autre, il est un animal, il est un primitif, il est un sauvage. Et l'ethnocentrisme va se manifester par le racisme, qui est une discrimination faite en fonction donc de la race. Et pendant longtemps, puisque dans le monde, il y a trois races, les noirs que nous sommes, les blancs que sont les occidentaux et les jaunes que sont les asiatiques. Et pendant longtemps, les blancs ont considéré qu'ils sont supérieurs aux noirs. Les Noirs, soit ils n'ont pas de culture, c'est ce qui a expliqué un peu la colonisation, l'esclavage. Pendant longtemps, on a pensé que l'homme noir, il n'a pas de culture, il est assimilable à un animal, quoi. Et ces préjugés racistes qu'on a sur le continent africain, bon, il y en a beaucoup de philosophes qui vont
qui vont aller dans ce sens. Peut-être maintenant dans la philosophie africaine, on aurait pu quand même, je pense que M. Dia en a déjà parlé donc de cela, donc les préjugés racistes développés par Hegel, qui donc dans son ouvrage intitulé La raison dans l'histoire, il dit que pendant tout le temps qu'il nous a donné d'observer l'homme africain, on n'a jamais vu le moindre signe d'intelligence chez les nègres. Le nègre représente l'homme naturel dans son absence totale de civilisation et de discipline. Donc pour eux, nous autres Africains, même si après il va essayer de se racheter, mais bon, en fait, nous n'oublions pas quand même ses propos racistes. Et ces propos racistes-là, il n'est pas le seul. Il y a David Hume qui écrit un ouvrage intitulé The National Characters of Philosophicals. Il dit « Je suspecte la race noire d'être nettement inférieure aux autres races. Il n'y a chez eux ni engins manufacturés, ni moyens de locomotion. Et sans faire mention de nos colonies, où il y a quelques nègres dispersés, quelque part, on n'a jamais vu le moindre signe d'intelligence chez ces nègres. » Donc pour eux, l'homme noir, il n'a pas de culture. C'est ce qui va expliquer la colonisation. Parce que toute mission de colonisation est en même temps une mission de civilisation. C'est pourquoi au départ, les colons, avant de venir, ils amènent d'abord les missionnaires et les évangélistes sous prétexte qu'ils vont venir pour nous donner une religion. Parce que l'homme africain, il n'a même pas d'âme, selon eux, pour avoir une religion. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. C'est la conception qu'on a de l'Afrique. Parce que l'Afrique est considérée comme un continent ahistorique, un continent qui n'a pas d'histoire. Et c'est là le lien de faire le rapprochement entre la philosophie et les deux autres disciplines. Parce que quand même, l'enseignement de la philosophie ne sort pas totalement du programme, quoi. Voilà, il y a cette, je ne sais pas, ce symbiose-là ou ce mélange-là entre la philosophie et l'histoire, la géographie, etc. Donc voilà, c'est ça, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu comment on voyait le continent africain par des préjugés racistes, donc par des préjugés ethnicistes, ethnocentriques, par le tribalisme. Donc c'est ça qui va expliquer ces régions-là qu'on va avoir. Et dans le monde, il y a beaucoup de guerres qui vont avoir lieu à cause donc de cet ethnocentrisme-là. Exemple, en Afrique du Sud, on parle de l'apartheid, le génocide rwandais entre Hutus et Tutsis. Aux États-Unis, il y a les ségrégations et les discriminations raciales. En France, on parle de la xénophobie, la peur de l'étranger. Tant qu'autrui n'est pas Charlie, tant qu'autrui est voilé, ça pose problème pour les filles voilées là. Si vous allez en France, difficilement vous trouverez un emploi. Parce que vous ne correspondez pas voilà, au modèle français. C'est aussi simple que ça. Alors, parce que tout simplement, ce n'est pas cette culture-là qu'eux, ils ont besoin. Donc, ce qui fait que la France a accueilli pas mal de cultures, mais ils ont du mal à intégrer les autres cultures parce que ces autres cultures-là ne répondent pas au modèle, évidemment, de leur civilisation et évidemment de leur culture. Maintenant, comme je le dis toujours en philosophie, aller-retour. Donc, est-ce que forcément la diversité culturelle a des conséquences plutôt négatives, a des conséquences plutôt de guerre, de conflit? Non. La diversité culturelle, comme le dit Marcin Toa, témoigne plutôt la fécondité de la créativité de l'espèce humaine. Donc, ce qui fait que la diversité culturelle, au lieu d'être un handicap, doit être plutôt une richesse. Puisqu'aujourd'hui, aucune culture ne peut s'isoler. L'isolement est dangereux. Aucune culture ne peut s'enfermer. L'enfermement est mortel. Les cultures doivent par conséquent se métisser, se mélanger. Et c'est ce à quoi nous invitait le président poète Léopold Sédar Senghor lorsqu'il parlait de la civilisation de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir. Maintenant, en dehors de cela, nous allons parler peut-être des manifestations de la culture. Donc, c'est une leçon assez longue quand même. Voilà, qui dit manifestation, ça vient du verbe manifester. Manifester, c'est célébrer, témoigner, montrer, voilà, montrer les signes de quelque chose. Donc, les manifestations, c'est comment les hommes ont eu à montrer qu'ils ont une culture. Évidemment, nous avons plusieurs manifestations. La religion même est une manifestation de la culture. L'art est une manifestation de la culture, la musique, la danse, etc. Mais spécialement dans cette leçon-là, nous allons parler que de deux manifestations. Bon, c'est comme ça le programme. Le travail et le langage. D'abord, le travail. Qu'est-ce que le travail? Le travail peut être défini comme un ensemble d'activités coordonnées, conscientes et ordonnées en vue de produire ce qui est utile. La dimension consciente du travail exclut de facto l'animal, ce qui fait que l'animal ne travaille pas. Pour la simple et la bonne raison, c'est que le travail, premièrement, suppose l'intelligence, alors que les animaux ne sont pas vieux de raison.
Deuxièmement, le travail suppose un savoir-faire. Troisièmement, le travail suppose l'utilisation de la main, les maniements de la main et l'utilisation des outils. Et puisque les animaux ne peuvent pas remplir ces conditions-là, donc l'animal est exclu du travail. Et quelle que soit maintenant la perfection que l'on peut retrouver dans l'activité des animaux, cela ne peut pas être appelé comme étant du travail, mais c'est lié tout simplement à l'instinct, au présent perpétuel donc de l'espèce. Et Karl Marx le souligne très clairement dans le Capital. Dans le Capital, Karl Marx écrit « Une araignée fait des opérations identiques à celles du tisserand. L'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la reproduire dans la ruche. Ce qui veut dire que le travail préexiste dans la tête du travailleur. Autrement dit, l'architecte, il a déjà le plan de la maison avant que la maison ne soit. Le maçon qui construit votre maison, mais vous lui donnez un plan. Avant que la maison ne soit dans la réalité, il y a d'abord un plan préétabli ou prédéfini. Et c'est ce plan-là qui connote et qui va diriger le travail. Par conséquent, le travail préexiste dans la tête du travailleur. Et ces conditions-là montrent que, justement, l'animal est incapable de travailler parce que l'animal n'est pas doué de raison. Il ne suit que son instinct. Même si certains animaux peuvent nous étonner par la régularité et la perfection de leur action. Exemple, une araignée peut tisser des toiles d'araignée. Une abeille peut faire évidemment une ruche. Mais cela ne peut pas être considéré comme étant du travail. Maintenant, on problématise. Si le travail n'est que l'apanage de l'homme et le propre de l'homme, très bien. Question, pourquoi les hommes travaillent-ils? Voilà, il y a plusieurs réponses. Plusieurs réponses. Nous travaillons pour survivre. Évidemment, si nous ne travaillons pas, nous ne mangeons pas. Peut-être que c'est le travail qui nous permet de nous faire respecter dans la société. Parce que nous vivons dans une société matérialiste où l'être est assimilé à l'avoir. Celui qui n'a rien, il n'est rien. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas considéré. La preuve en est que s'il y a mariage ou baptême quelque part, ceux à qui on donne des cartes de soutien, ce sont des gens qui travaillent. Mais si toi tu ne travailles pas, personne ne te tient au courant parce qu'on sait que tu vas venir cirer ta sèche, manger, ensuite disparaître. Donc ce qui fait que si tu ne travailles pas, tu n'es pas respecté, on ne te considère pas. Donc c'est le travail qui anoblit l'homme. C'est le travail qui permet à l'homme d'avoir sa dignité, sa grandeur, sa noblesse. Mais justement, cela n'est qu'une conception positive du travail. Mais avant la conception positive, il y a une conception négative qu'on avait du travail. Et cette conception négative du travail, c'est que le travail est perçu pour la plupart des religions révélées, notamment dans la tradition judéo-chrétienne, comme le grand châtiment du ciel, une sorte de punition. En effet, au départ, dans la Bible de Jérusalem, on nous dit qu'Adam et Ève n'avaient aucunement besoin de travail. Ils vivaient au paradis et ils avaient tout à leur disposition. Dieu leur demande qu'une seule chose, de ne pas manger les fruits des arbres du jardin. Un bon matin, sous l'impulsion de Satan qui se transforme en serpent, Satan va voir la femme Ève. Alors, il dit à Ève, eh bien Ève, Dieu a dit que vous ne mangerez pas les fruits des arbres du jardin. Et la femme répondit, des fruits des arbres du jardin, nous en mangeons. Mais des fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'y toucherez pas et que vous n'en mangerez pas sous peine de mort. Satan répliqua, mais pas du tout. Si Dieu ne veut pas que vous mangez les fruits de cet arbre-là, c'est parce qu'il ne veut pas que vous deveniez des dieux. C'est parce qu'il ne veut pas que vous ayez la connaissance du bien et du mal. La femme ayant vu que, évidemment, cet arbre était séduisant à voir et que bien également des fruits de cet arbre-là, on peut acquérir le discernement. Elle en mangea et elle en donna à son mari Adam qui en mangea. Immédiatement, ils vont voir tous les deux qu'ils étaient nus. Ils vont se cacher derrière les grands arbres, se confectionner des feuilles de figuier en guise de cachex. Le lendemain matin, Dieu se promenant à la brise du jour. Et Dieu dit à Adam, mais Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu donc? Adam répondit, c'est parce que j'ai eu peur et je me suis caché. As-tu donc mangé les fruits de l'arbre que je t'avais interdit de manger? Répliqua Dieu. Et Adam répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a séduite et j'ai mangé. Et Dieu dit à la femme, mais Ève, qu'as-tu fait là? Elle répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Et Dieu s'adressa au serpent, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre ton lignage et le lignage des hommes et t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon.
Dieu dit à la femme, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la douleur, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Et enfin, Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, maudit soit le sol à cause de toi. Il fera germer épines et charbon. Tu mangeras l'herbe des champs et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol puisque tu en fis tirer, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'extrait se trouve dans la Bible de Jérusalem dans l'édition du Père, publiée en 1998. Donc, Bible de Jérusalem, édition du CER, publiée en 1998 à la page 34. Donc voilà un peu cette conception, évidemment, qu'on a du travail. Maintenant, il faut dire que, merci, voilà, il faut dire que, au-delà de cette conception biblique qui montre que le travail connote l'idée d'une punition, d'un châtiment de Dieu, il y a également la conception de Karl Marx. Chez Karl Marx et chez Platon. Chez Platon également, le travail ne connote nullement la noblesse de l'homme ni sa grandeur, parce que dans la société antique grecque, la société était hiérarchisée. Il y avait en bas de l'échelle les esclaves. Et les esclaves sont obligés de travailler, tandis que les hommes libres s'adonnaient à la contemplation des idées, à la méditation. Donc le travail ne traduisait pas la noblesse de l'homme, la dignité de l'homme, ni sa grandeur. De même également chez Karl Marx, dans la société capitaliste. Le travail est l'exploitation de l'homme par l'homme, parce que la société est divisée en deux classes, aux intérêts opposants et divergents. D'une part, il y a les bourgeois, ils représentent peut-être 10% de la population, mais c'est eux qui s'accaparent de 90% des biens, laissant la grande majorité de la population qui est le prolétariat dans la pauvreté, la misère, la galère et la souffrance qui n'a plus de fin. Certains n'ont même pas de quoi manger ni où habiter. Ce qui fait que les prolétaires sont obligés d'aller travailler pour le bourgeois. Mais malheureusement, ils travaillent et reçoivent un salaire misérable. Ce qui fait que c'est eux qui font tout le travail, mais malheureusement, ils n'ont absolument rien. Exemple, vous voyez la différence entre l'ouvrier maçon, le manœuvre, le chef de chantier et l'architecte. L'architecte, bon, je dirais qu'il ne fait pas d'effort physique. Hein. Il trace le plan, mais il gagne des milliards. Le chef de chantier, il ne fout absolument rien, excusez-moi du terme, mais il vient au chantier, il regarde, ensuite, bon, il traîne un peu, mais il gagne des millions. Tandis que l'ouvrier, c'est lui qui fait tout le travail, mais il gagne un salaire misérable de 2500. Avec 2500, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il ne peut que manger et revenir le lendemain matin. Ce qui fait que le travail devient sacrifice de soi. L'ouvrier, quand il va au travail, il ne se reconnaît pas lui-même parce qu'il sait qu'il s'est déjà vendu pour une somme misérable, nous dit Karl Marx. Et c'est pourquoi toujours dans le Capital, Karl Marx écrit « La nature aliénée du travail devient nette dès qu'il n'y a plus de contraintes physiques ou autres. Le travail est fui comme la peste. Le travail comme sacrifice de soi n'est que mortification. » L'ouvrier, quand il va au travail, il sait, parce que imaginez quelqu'un qui doit quitter Pire pour aller à Tuaon, c'est un maçon, il gagne 3000. Déjà, ils doivent payer 500 francs pour partir au travail. 500 francs retour, ensuite il retourne chez lui, il a 2000. Avec 2000 francs, il doit donner petit déjeuner, il doit donner déjeuner, il doit faire le dîner, payer facture d'eau, facture d'électricité, payer la scolarité des enfants. Et ensuite, bon, les femmes, elles sont chères, hein? Cheveux naturels, jambes naturelles, ongles naturels. Finalement, vous nous coûtez cher, hein? Sincèrement. Ce qui fait que quand même, hein? Ah oui, avec tout le respect que j'ai pour les femmes, mais vous savez quand même l'ouvrier, avec ce salaire misérable, le travail devient sacrifice de soi. Donc, ce qui fait que le travail ne traduit pas la dignité, la noblesse, la grandeur de l'homme. Impossible. Maintenant, puisque nous sommes en philosophie, il faut toujours avoir ça à l'esprit, même le jour du bac. Allez, beau gis day am retour. Philosophie, mono en benn partie kese. Puisque nous sommes en philosophie, très bien, il faut voir l'antithèse. Est-ce que forcément le travail exprime la misère, la dépendance, l'aliénation, la souffrance de l'homme? Antithèse, non. Le travail exprime également la dignité, la grandeur, la noblesse. C'est le travail qui nous permet de nous faire respecter dans la société. Et cette conception, nous la retrouvons chez Hegel. Hegel, évidemment, il y a un autre auteur qui s'appelle Alexandre Kojève, dans son ouvrage intitulé « Introduction à la lecture de Hegel » à la page 29. Alexandre Kojève nous dit « Au départ, deux hommes vont lutter dans une lutte à mort.
où la conscience A va risquer sa vie au combat jusqu'à la mort. Tandis que la conscience B, étant lâche, va abdiquer et renoncer à sa liberté et se soumettre à A. Toutefois, A décide de ne pas le tuer, mais il va l'interposer entre lui et la nature, faisant de lui de son esclave. Ainsi, A va vivre dans l'oisiveté, dans la paresse, puisqu'il n'est plus en contact avec le monde matériel, oubliant complètement de travailler. Tandis que B, à force de travail, de victoire technique en victoire technique, il acquiert une première forme de liberté. Il se libère de la nature. Mais en se libérant de la nature, il se libère de sa nature d'esclave. Car aujourd'hui, son maître qui ne travaillait pas devient dépendant de lui. Et par une conversion dialectique exemplaire, le maître qui au départ était le maître de l'esclave devient l'esclave de l'esclave. Et l'esclave, grâce au travail, il devient le maître du maître. Par conséquent, le travail libère l'homme doublement chez Hegel. De même, si vous regardez aujourd'hui la société, comme je l'ai dit, c'est le travail qui permet de nous faire respecter. Aujourd'hui, ce que tu es dépend de ce que tu as. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Même dans les cérémonies, tu arrives mais tu n'as rien, mais personne ne te regarde. Si vous voulez vous marier, les hommes, la première des choses que la famille de la fille va demander, alors justement, donc vous voyez la dimension quand même sociale du travail. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas respecté. Donc le travail anoblit l'homme. Le travail permet à l'homme d'avoir sa grandeur, de se faire respecter, d'avoir sa dignité. Mais également c'est le travail qui nous permet de nous libérer. De nous libérer de quoi? De la dépendance. Celui qui ne travaille pas, il est obligé de tendre la main. C'est le travail qui nous libère de la paresse. Parce que quand tu travailles, tu as forcément un emploi du temps. Chaque jour, tu as quelque chose que tu dois faire. Tandis que celui qui ne travaille pas, comme les vacances, vous ne faites absolument rien, vous dormez jusqu'à 11 h, vous vous réveillez, vous traînez dans le quartier, vous prenez du thé, ensuite vous dormez encore, ensuite vous tournez encore. Donc on s'ennuie. Et c'est pourquoi Voltaire nous dit: le travail nous éloigne des vices tels que la nuit, le besoin et l'oisiveté. Donc c'est le travail qui anoblit l'homme. Et cette conception même religieuse du travail, on peut l'avoir. yéen ñii di ñu seetaan jaare ko ci YouTube bi boo leen bëggee jot suñu publication man ngeen a abonné ci Moukhaddamatoul TV te bu leen fàtte laal cloche bi.